Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. En 1917, cela fera bientôt un siècle, la déclaration Balfour marquait une des premières étapes dans la création de l'État d'Israël. Voici en substance ce qu'écrivait le secrétaire britannique aux Affaires étrangères à l'intention du mouvement sioniste. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. La Grande-Bretagne emploiera tous ses efforts pour cet objectif et la déclaration précisait « Rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existantes en Palestine ». Au sortir du génocide de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le mandat britannique sur la Palestine se termine, l'État juif est effectivement proclamé le 14 mai 1948. 700 000 Arabes palestiniens sont alors chassés vers l'exil. En 1967, à la faveur d'une guerre éclair contre ses voisins arabes, l'armée israélienne s'empare de la Cisjordanie, aujourd'hui militairement occupée, de la partie est de Jérusalem, qui sera unilatéralement annexée en 1980. Israël investit Gaza et la péninsule du Sinaï. Le Sinaï sera rendu à l'Égypte à partir de 1979. Enfin, le plateau du Golan arraché à la Syrie est lui aussi annexé en 1981. Un demi-siècle après la guerre des 6 jours, l'impasse semble totale. L'incapacité de la communauté internationale à faire appliquer les résolutions de l'ONU et à faire respecter le droit, d'une part, et d'autre part, la politique du fait accompli poursuivie par l'État d'Israël, notamment la colonisation des territoires occupés, rendent impossible la création effective d'un État palestinien tel que prévu dans les négociations de paix et les résolutions multiples des Nations Unies. Novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 181 sur le partage des territoires de Palestine, alors sous mandat britannique. Le plan de l'ONU vise une solution à 2 États. L'un arabe, 43% des terres, l'autre juif, à hauteur de 56%. Jérusalem, elle, doit être placée sous contrôle international. La quasi-totalité des pays arabes rejette cette solution. Des affrontements éclatent. C'est dans ce contexte que l'agence juive proclame la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. En juin 1967, l'État hébreu triple son territoire à l'issue de la guerre des 6 jours. La communauté internationale condamne l'annexion des territoires. La résolution 242 exige notamment le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés, mais aussi la reconnaissance par Israël et ses voisins arabes des frontières d'avant la guerre. Près de 10 ans plus tard, le Parlement israélien décrète Jérusalem capitale éternelle et indivisible de l'État hébreu, annexion condamnée par les résolutions 476-478. Le 13 septembre 1993, la poignée de main est historique. Un espoir de paix entre le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le chef de l'OLP Yasser Arafat. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est plus que signer un accord. C'est une révolution. Hier, un rêve. Aujourd'hui, un engagement. Les négociations du processus d'Oslo aboutiront sur un accord transitoire. Élément central, la partition de la Cisjordanie en 3 zones. La zone A et la zone B, les territoires sous contrôle total ou partiel des forces de sécurité palestiniennes. La zone C est sous contrôle exclusif israélien. Avec les colonies de peuplement, elle représente plus de 60% du territoire en Cisjordanie. Le 4 novembre 1995, lors d'un meeting pour la paix, Yitzhak Rabin est assassiné par un juif extrémiste. Dès 2002, après une série d'attentats meurtriers perpétrés par des kamikazes palestiniens au cœur d'Israël, la construction d'un mur démarre et sépare les zones de peuplement juif et palestinien.
De quelques milliers en 1967, le nombre de colons installés en Cisjordanie dépasse aujourd'hui les 400 000. 150 000 autres sont venus s'installer dans la partie est de Jérusalem. Bonjour Marcelo Cohen. Bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'Institut international des hautes études du développement, Graduate Institute de Genève, et vous animez depuis plusieurs années un séminaire précisément consacré au conflit israélo-arabe. Marcelo Cohen, au-delà du droit, des passions, des religions, est-ce que le droit est la seule manière d'aborder cette question rationnelle? En effet, si vous regardez les récits des deux parties, leurs arguments politiques, humains, religieux, historiques, il n'y a aucune possibilité d'arriver à un point commun. Donc, il faut trouver un langage commun. Et ce langage commun, c'est le droit international. Le droit international, c'est le système juridique qui régit les relations internationales. Il est composé par des règles qui sont applicables de la même manière à tous les sujets du droit international. Les États, les peuples. Donc, c'est le langage qui permet de trouver des solutions concrètes à chacun des problèmes du conflit. Est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui que la colonisation, les colons en Cisjordanie sont le principal obstacle à la paix? Pour parler de la paix, il faut parler d'une solution à caractère permanent. Et pour qu'une solution à caractère permanent existe, il faut envisager l'existence de deux États pour deux peuples. Pour qu'il y ait deux États, il faut qu'il y ait une assise territoriale. Et évidemment, la présence de plus de 400 000 colons au milieu d'une population palestinienne crée une véritable difficulté pour la viabilité d'un territoire palestinien. Et en quoi la présence des colons relève du droit international? Bon, le droit international régit les situations d'occupation militaire. Après la guerre des 6 jours, en 1967, Israël s'est trouvé en contrôle de la Cisjordanie, la bande de Gaza, et le droit international, la Convention 4 de Genève de 1949, par exemple, qui régit la protection des civils en temps de conflits armés, contient des règles sur l'occupation militaire. L'État occupant ne peut pas transférer une partie de sa population sur les territoires occupés. Et c'est le cas des colonies. Donc, si on appliquait le droit international, il faudrait aujourd'hui que tous les colons installés en Cisjordanie soient évacués. Bon, strictement parlant, il faudrait démanteler toutes les colonies. Les colonies sont illégales au point de vue du droit international. Mais cela étant, il n'est un secret pour personne que les négociateurs palestiniens ont accepté l'idée que certaines colonies vont rester s'il y aura un échange des territoires. Et ça, c'est l'une des manières par lesquelles on peut régler le conflit. Et comment expliquez-vous aujourd'hui que d'un côté, Israël favorise, finance l'installation de colons en Cisjordanie et en même temps, on l'a vu récemment encore, démantèle les colonies dites sauvages? Bon, il ne démantèle pas toutes les colonies sauvages. Il faut dire que, d'une part, il y a la justice israélienne. La justice israélienne, elle est indépendante. Et parfois, lorsque les victimes palestiniennes saisissent la justice israélienne, aussi grâce au soutien des ONG israéliennes de défense des droits de l'homme, la justice ordonne le démantèlement de ces colonies dites sauvages. Mais aujourd'hui, le gouvernement d'extrême droite israélien a fait adopter une loi au Parlement israélien en vertu de laquelle certaines de ces colonies dites sauvages vont être légalisées de manière rétroactive. Ouais. Et là, ça pose un problème pour le droit international. Alors justement, je vous propose de voir ce reportage du téléjournal. C'était précisément au moment de l'adoption par le Parlement israélien de cette loi, décision d'ailleurs condamnée par une nouvelle résolution des Nations Unies. Il y a 20 ans, ces collines étaient vides. Aujourd'hui, 25 000 Israéliens habitent à Roma. Et 1500 nouveaux logements doivent être construits dans les années à venir. Voici la nouvelle partie d'Aroma. Elle se développe encore vers l'ouest. Ils ont pris nos terres pour construire ces colonies et depuis, ils ont amené des gens du monde entier pour vivre ici. Effectivement, Aroma se peuple grâce aux nouveaux immigrants. William Nakache est arrivé de France il y a 6 ans. Il faut que les Juifs qui sont en dehors d'Israël puissent venir s'installer ici. Il y a une demande et il faut construire. Bon, Jérusalem, c'est vrai qu'il y a le contexte politique et tout ça, mais on cherche à habiter au plus près de Jérusalem, bien sûr, au plus près du Kotel, au plus près du... Bien sûr, c'est important pour nous.
Aroma est une colonie particulièrement stratégique, entre Bethléem, côté palestinien, et Jérusalem, une ville disputée. Sur le terrain, le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël veut radicalement changer la donne. Quand on construit des colonies dans des zones stratégiques, ça a aussi un impact important sur la continuité territoriale. Ça transforme les territoires palestiniens en enclaves, particulièrement ici, à Jérusalem. Ce que le gouvernement veut faire, c'est couper Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie. Marcelo Cohen, comment faut-il comprendre les propos de ce colon qui dit « Pour nous, c'est important de vivre tout près du mur des Lamentations, à proximité de Jérusalem » Moi, j'aurais envie de dire à ces colons qu'on n'est pas plus ou moins juif parce qu'on habite plus ou moins près du Kotel ou du mur occidental. La religion n'exige pas du tout aux Juifs de vivre aujourd'hui à Jérusalem. Je crois qu'il y a une manipulation de la religion à des fins politiques. Et je dis toujours, paraphrasant Clemenceau, que la religion est quelque chose de trop important pour la laisser entre les mains des politiciens. Donc, je dirais aussi qu'au point de vue du sionisme, le sionisme, c'était l'idée de la création d'une entité nationale pour le peuple juif. Cela a été fait, c'est l'État d'Israël. Et je dirais aussi à ces colons, s'il a envie de vivre près du Kotel, il peut le faire, mais qu'il le fasse sur le territoire de l'État d'Israël et pas dans les territoires palestiniens. Mais aujourd'hui, il y a un courant très fort, ultra-orthodoxe, qui influence la politique israélienne et qui pousse carrément vers l'annexion de la Cisjordanie. Cette annexion est-elle possible? Moi, je ne dirais pas ultra-orthodoxe, je dirais d'extrême droite, parce qu'il y a une différence très importante. Donc, effectivement, l'extrême droite israélienne, aujourd'hui, pousse à l'annexion. Alors, cette annexion serait contraire au droit international, après l'adoption de la Charte des Nations Unies, la conquête ou l'annexion est totalement illicite. Donc, cette annexion ne serait reconnue par personne sur le plan international. Vous avez déjà montré, lors de l'annexion de la partie est de Jérusalem ou l'annexion du Golan, le Conseil de sécurité, à l'unanimité, a considéré ces annexions comme étant nulles et non avenues. Et certains considèrent même que cette annexion serait dangereuse même pour l'existence de l'État d'Israël. Oui, parce que si on procède à l'annexion de la Judée-Samarie, la Cisjordanie, qu'est-ce qui se passerait-il? Donc, soit on octroie la nationalité israélienne aux habitants palestiniens, et auquel cas il y aurait une majorité arabe en Israël à moyen terme, soit on n'octroie pas la nationalité aux Palestiniens et on est là dans la consécration, effectivement, d'une politique d'apartheid. Donc, si je vous comprends bien, la seule solution réaliste, c'est deux États, un État israélien tel qu'il existe et à côté un État palestinien. Je crois que la situation, cette solution a été décidée depuis longtemps. Donc, vous avez montré les plans de partage de 1947, un État juif et un État arabe, avec union économique par ailleurs. Aujourd'hui, je crois que les deux sociétés sont plus favorables à l'existence des deux États et ce sont seulement les extrêmes, ceux qui rêvent soit d'une grande Palestine, soit d'un grand Israël, qui soutiennent la solution d'un État. Donc deux États pour deux peuples vivant en paix et en sécurité. Justement, le processus de paix est dans l'impasse. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire un reset, en quelque sorte, et revenir dans les années 90 avec ce qui avait été conclu dans le processus d'Oslo? Oui, le processus d'Oslo prévoyait qu'il y aurait des négociations sur les questions sensibles. Les frontières, Jérusalem, les réfugiés, les colonies, la sécurité. Et donc, il prévoyait une période de 5 ans. Évidemment, ils se sont écoulés depuis longtemps, mais il faut revenir à ces grandes questions. Et puis, il y avait eu aussi le processus de Genève, le protocole de Genève. La Suisse peut-elle jouer un rôle? Parce que là aussi, à Genève, on était arrivé à des accords très concrets entre la partie palestinienne et la partie israélienne sous les auspices de la Suisse et de Micheline Calmiret. Je pense que tôt ou tard, la solution qu'on trouvera, ce sera une solution qui sera dans l'esprit de la solution de Genève, c'est-à-dire deux États, échange de territoires, solution du problème des réfugiés sur la base des
des indemnisations ou bien de l'établissement de la plupart des réfugiés dans les territoires de l'État de Palestine, un État palestinien démilitarisé et des garanties internationales. Donc je crois que tout cela est toujours d'actualité et que la solution qu'on trouvera sera dans ces grandes lignes. Alors on restera sur cette note optimiste. Merci Marcelo Cohen, Inch'Allah, Shalom, bientôt la paix. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. En prolongement de cette émission, je vous invite à retrouver dans les archives de la RTS 5 documents remarquables. C'est un dossier labellisé « Le 5 juin 1967, Israël déclenche la guerre des 6 jours ». Au rayon bande dessinée, une perle réalisée par Guy Delisle, Chronique de Jérusalem, parue aux éditions Delcourt. Le dessinateur débarque dans la ville sainte, curieux de tout. Il découvre les réalités multiples du conflit israélo-palestinien. Vraiment, ça vaut le détour. Élu meilleur album au Festival d'Angoulême 2012. La semaine prochaine, Géopolitis met le cap sur la Turquie. À un mois du référendum historique, le président Erdogan veut un changement de constitution qui lui octroierait un pouvoir quasi absolu sur les institutions. Géopolitis, c'est le dimanche, 12h20 sur RTS 100, le lundi soir sur RTS 2, sur TV5 Monde et les réseaux sociaux. Toujours, belle semaine à vous tous, à bientôt.